Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette conférence qui s'intitule Le RGPD, c'est bien, mais concrètement je fais quoi? Elle a lieu dans le cadre d'une manifestation qui s'appelle SEO Campus et qui aura lieu le 22 mars 2018, c'est-à-dire demain. Aujourd'hui on est le 21 mars et en fait ce qui se passe c'est que demain c'est également la grève de la SNCF et de la RATP, donc il n'est pas dit que j'ai la chance d'être présent parmi vous demain. Et c'est pourquoi j'ai souhaité en fait enregistrer cette vidéo au cas où naturellement je puisse pas présenter demain. Voire même également si vous êtes présent à SEO Campus et que je suis présent et que vous allez aller dans une autre salle parce que vous dites que le RGPD ça vous intéresse pas, mais que vous auriez bien quand même voulu assister à cette conférence si vous aviez le temps, au moins vous aurez la possibilité de la revoir par la suite. Alors, pourquoi cette conférence elle est susceptible de vous intéresser? Tout simplement parce que quasiment personne n'est exempt du RGPD. En fait, le RGPD dit clairement que les seules personnes qui sont exemptes, c'est les personnes qui justement vont traiter de la donnée personnelle dans un cadre purement personnel en fait. Donc on peut imaginer un individu qui derrière aurait un smartphone dans lequel il reste stocké des numéros de téléphone de ses amis, de sa famille. Voilà, l'utilisation qu'il va en faire, l'exploitation de ces données, le traitement de ces données ne sera faite que dans son cadre personnel à lui et dans un cadre non professionnel. Également, cette conférence, elle est fortement susceptible d'intéresser les personnes qui sont présentes à SEO Campus, puisque il faut savoir que lorsque vous êtes une agence, vous êtes ce qu'on appelle un sous-traitant, et lorsque vous êtes un sous-traitant, vous avez des obligations additionnelles, en plus de celles d'un responsable de traitement. Donc un responsable de traitement, c'est tout simplement voilà, un acteur qui va traiter de la donnée personnelle. Il faut savoir qu'en plus, quand vous êtes agence, donc là, comme ils le disent clairement dans le texte, les agences de marketing ou de communication qui traitent des données personnelles pour le compte de clients, voilà ce qui est identifié comme étant une agence au sens du RGPD, veut dire que derrière, vous allez avoir des obligations en plus. Et également parce que l'engouement est tel autour du RGPD que l'on va être sérieusement challengé. Donc il faut savoir que le RGPD, ça s'applique d'une certaine façon au niveau mondial, mais en tout cas au niveau de l'Europe, au niveau des 28 pays, ils ont tous la même réglementation. Donc ce qui fait que c'est plus un problème simplement national, mais que vous allez avoir des problématiques qui vont être les mêmes que celles de nos voisins européens et qui vont probablement être vos clients, qui vont probablement être des acteurs qui de temps en temps vont vous demander si voilà vous êtes en conformité avec le RGPD et qui vont vous demander des informations qui, si voilà vous les connaissez pas, vous n'allez pas être en mesure de pouvoir leur répondre correctement et du coup ils vont savoir que vous n'êtes pas en conformité avec la loi. Donc voilà, c'est ce dernier point qui est intéressant, c'est de vous dire en gros si vous n'êtes pas mis à niveau par rapport au RGPD, de toute façon il y en a d'autres qui vont le faire pour vous et qui vont d'une certaine façon vous pousser à être niveau, puisque ça va être des questions qui vont venir directement de vos clients finaux si vous êtes une agence, qui vont être également des informations que vont vous envoyer les différents prestataires avec qui vous travaillez, les différents éditeurs de logiciels, et vous allez voir des mails passés qui vous parlent justement de mise en conformité, de nouvelles conditions d'utilisation générale. Voilà, vous allez entendre parler de changement et vous n'allez pas forcément comprendre ce que ça implique. Donc le RGPD, en gros, c'est quoi? On va dire l'acronyme en tant que tel signifie le Règlement général sur la protection des données. C'est la reconnaissance que la loi qu'on avait avant, qui est la loi informatique et liberté, est trop vieille car elle a été créée à un moment donné où il n'y avait pas encore justement de nombreuses nouvelles technologies, notamment les réseaux sociaux, et qui fait qu'aujourd'hui on a plein de données personnelles qui circulent et qu'on a une nécessité, un besoin d'organiser en fait la législation autour de ça et surtout d'avoir une législation commune avec les différents pays dans l'Union européenne. Un point également qui est intéressant, c'est de savoir que c'est une réglementation, c'est pas une directive. Donc probablement certains d'entre vous ont vu l'évolution de la loi sur les cookies, l'ajout justement des fameux bandeaux qu'on a vus à droite à gauche pour justement informer que des cookies vont être déposés. Là, ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que ça, c'est une directive. Donc en gros, c'était chaque pays au sein de l'Union européenne qui appliquait justement son droit national et au final, ça aboutissait avec des applications qui étaient complètement différentes d'un pays à un autre. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cas d'une réglementation, c'est tous les pays, donc des 28 pays de l'Union européenne, appliquent la même législation. Et concrètement, comment ça va impacter en fait votre entreprise? Ça va se symboliser par beaucoup de documentation à rédiger. Donc, il va y avoir tout un tas de process
dont je vais vous parler tout à l'heure, qui vont être justement à créer au sein de votre entreprise. Ça va être également aussi beaucoup de sécurisation des données. Donc, pour être en conformité avec le RGPD, il faut justement faire en sorte que vos systèmes d'information aient un niveau de sécurité minimal. Il va falloir également que vous fassiez énormément d'informations, que ce soit auprès de vos clients finaux, que ce soit aussi en interne. Et également, il y a la partie technique, puisqu'il n'est pas dit que vous ayez aujourd'hui toutes les fonctionnalités au sein de vos systèmes d'information qui permettent d'être en conformité avec la loi. Alors, j'ai résumé un petit peu ce que c'était que le RGPD en quelques images. Voilà, sur la première, vous avez, vous êtes présent, quoi. Vous êtes au pied de la montagne. Il y a une montagne à gravir. Donc, la montagne à gravir, c'est toutes les missions qui vont vous être demandées. Le tracteur, c'est simplement parce que si vous êtes missionné à travailler sur le RGPD, vous allez voir qu'il y a des jours où ça patine parce que voilà, la date aujourd'hui où je vous parle, toutes les informations sont pas présentes sur le web, donc il y a beaucoup de personnes qui font d'interprétation, et ce qui fait qu'au final, on n'est toujours pas sûr de ce que dit réellement le RGPD sur certains points. Comme je le montre également dans l'autre image, voilà, c'est un petit peu casse-gueule parce qu'à un moment donné, vous pensez que vous avez compris et du jour au lendemain, en fait, vous vous rendez compte que votre interprétation n'était pas bonne. Et puis la dernière image qui est un petit peu un troll, c'est justement un service de data visualisation sur le site de la CNIL qui, pour moi en tout cas, est incompréhensible et que j'arrive toujours pas à comprendre quel est l'intérêt ou en quoi ça aide notre compréhension de la lecture du RGPD. L'objectif de cette conférence, comme je vous le disais, c'est vraiment plus de vous faire un retour d'expérience. Donc, je suis pas le dieu de la RGPD. Moi, ce que j'ai fait, c'est je regarde les textes officiels, je regarde l'interprétation qui en est faite des principales commissions en vie privée, et j'essaye par rapport à ça derrière de mettre en application ce que j'ai compris. Donc vous verrez que j'utilise quasiment pas en fait de ressources qui viennent de blogs ou autres. J'utilise vraiment à chaque fois les informations qui viennent des commissions en vie privée ou du texte officiel du RGPD. Et ce que j'espère vous transmettre lors de cette conférence, c'est justement voilà des petites astuces pour que vous puissiez aller plus vite. Si vous n'êtes pas encore en conformité avec le RGPD, si vous n'êtes pas encore attaché à cette problématique-là, voire même si vous êtes déjà lancé, que vous avez besoin de conforter et de voir si, ok, est-ce qu'une autre personne pense comme moi, est-ce qu'une autre personne l'a compris de cette manière-là et le met en application de cette manière. Donc voilà, comme précisé, je suis pas juriste, moi je suis avant tout consultant en analyse d'audience. Donc il s'agit d'un retour d'expérience, peut-être que je me plante sur de nombreux points, il y a probablement des personnes qui vont pas du tout être d'accord avec ce que je vais dire. Moi, de ce que je peux voir, c'est qu'en effet, c'est souvent le cas. Quand je lis, par exemple, des documentations, des contrats qui viennent de solutions d'analyse d'audience et qui sont soi-disant en conformité avec le RGPD, je suis pas d'accord à 100% avec ce qu'ils mettent par rapport à ce que disait le texte officiel. Donc, je pense que ça fait partie du jeu et c'est justement ce qui va venir dans les prochains mois. On aura plus d'informations pour savoir si en effet l'interprétation qu'on fait du texte est bonne ou pas. Et puis également, cette conférence, c'est pas un cours de droit, c'est vraiment plus de m'adresser à ceux qui sont en marketing digital et de leur dire bon voilà comment j'ai compris les choses, voilà comment je l'ai fait et voilà. En espérant que ça vous aide. Donc voilà, moi je m'appelle Ronan Chardonneau, je suis maître de conférence associé à l'Université d'Angers en marketing digital et je suis également consultant indépendant en analyse d'audience sur une solution qui s'appelle Matomo Analytics. Donc concrètement, Matomo Analytics, c'est un logiciel libre que vous installez qui fait la même chose quasiment que Google Analytics, sauf que du coup vous êtes propriétaire de la technologie, vous êtes propriétaire des données que vous collectez, et puis voilà, vous pouvez faire tout un paquet de choses, c'est un petit peu le WordPress de l'analytics en fait. J'ai également écrit plusieurs ouvrages aux éditions ENI, notamment sur des technologies de Google, donc Google Analytics, Google Tag Manager, également sur une solution qui s'appelle App Inventor 2, qui permet facilement de pouvoir créer des applications Android, également sur Piwik, donc son nouveau nom maintenant c'est Matomo, et également d'autres petits projets comme ça que j'ai en tête. Ce que j'aime beaucoup faire, moi, c'est vulgariser des sujets, notamment autour des objets connectés, de la blockchain, de les partager. Et je suis notamment là aujourd'hui en face de vous parce que voilà, je suis intervenu il y a quelques années pour SEO Camp pour animer un petit peu la communauté dans le Nord-Ouest. Voilà. Mon expérience sur le sujet sur le RGPD, c'est simple. Je travaille pour un client et ce client-là m'a mandaté sur ce projet depuis le mois de décembre. Donc ça représente aujourd'hui 300 heures. 300 heures sur lesquelles j'ai travaillé, j'ai lu énormément de documentation, j'ai mis en application pas mal de choses, notamment toute la partie documentation au sein de l'entreprise, c'est-à-dire de rédiger les fameux process. Et je me suis éduqué sur le RGPD en lisant
à droite à gauche certains ouvrages, notamment l'un de Alan Calder que vous trouvez assez souvent quand vous recherchez sur le web, puisque son site, l'entreprise pour qui il travaille, c'est IT Governance, donc vous le trouvez assez souvent dans les résultats de recherche. Une formation que j'ai suivie sur Udemy qui s'appelle justement GDPR in a Nutshell, je vous la recommande un petit peu moins. En revanche, cette formation-là de FutureLearn, je vous la recommande très 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 fortement. Donc c'est une formation qui est gratuite, qui est assez, bon, je vais pas dire qu'elle est très longue, mais elle prend quand même un petit peu de temps parce qu'il y a quand même pas mal d'informations auxquelles vous devez réfléchir, etc., etc. Et surtout, ce qui est intéressant dans cette formation, c'est que vous avez en fait des collègues, des camarades, on va dire, de classe avec qui vous pouvez discuter et qui vous donnent en fait une bonne idée de l'importance du RGPD. Ça, pour moi, ça a été le plus important. C'était de trouver un réseau avec des personnes qui sont passionnées par le sujet du RGPD, qui ont envie d'en parler et qui peuvent partager avec vous le fait de dire s'ils sont d'accord ou s'ils sont pas d'accord. Voilà principalement comment, enfin, pour moi en tout cas, ce MOOC a été pour moi l'occasion vraiment de me tester un petit peu sur la partie RGPD. Voilà, et puis par le passé, je m'étais déjà intéressé sur tout ce qui était la partie juridique, notamment sur la loi sur la communication électronique, où j'avais publié en fait une étude montrant que les sites des candidats à l'élection présidentielle de 2017 en fait étaient en infraction avec ce qu'on appelle, nous dans le jargon, la loi sur les cookies, qui avait fait l'objet justement de tout un dossier que j'avais monté avec un journaliste d'investigation, et puis qui avait été repris derrière dans pas mal de journaux en ligne, et puis notamment dans le magazine L'Express. Alors, on rentre directement dans le vif du sujet sur le RGPD. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec le RGPD, il y a une règle de base, et cette règle de base, c'est si je traite une donnée personnelle, alors j'ai des responsabilités. D'accord ? Si vous traitez à un moment donné des données personnelles, vous êtes ce qu'on appelle un responsable de traitement. Okay ? Donc vous verrez, il y a deux grandes catégories en RGPD. Il y a ce qu'on appelle un responsable de traitement et il y a ce qu'on appelle le sous-traitant. Le sous-traitant étant naturellement une personne qui va traiter des données personnelles pour un tiers. Donc là, par exemple, je vais vous donner un exemple. Si on prend Google Analytics, par exemple, Google Analytics va traiter à un moment donné ou peut traiter des données personnelles. Après, on va voir la notion de données personnelles un petit peu plus tard, mais là, dans ce cas-là, ça veut dire que vous, entreprise, vous n'aviez pas l'expertise pour créer vous-même une solution qui permet comme ça de pouvoir traiter des données personnelles. Donc, d'une certaine façon, vous avez embauché un sous-traitant, même si c'est pas vraiment embauché au sens vous l'avez payé, mais vous avez du coup créé un compte sur une solution qui vous a permis de pouvoir traiter des données personnelles et que lui, en fait, cet acteur-là joue le rôle de sous-traitant parce que du coup, il est en train de collecter et de traiter de la donnée pour votre compte, d'accord ? Donc voilà le schéma. Vous avez deux types d'acteurs, sachant que naturellement tout le monde est déjà un responsable de traitement et qu'en plus de cela, vous avez la possibilité d'avoir la casquette de sous-traitant si d'une certaine manière vous êtes éditeur ou vous gérez justement une solution pour le compte d'un tiers. Voilà. Donc la grande question qu'on va se poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'une donnée personnelle ? En fait, une donnée personnelle, c'est toute donnée qui permet de remonter de façon directe. Bon, ça, il n'y a pas de souci, nom, prénom, ou indirect. Et ça va plus nous intéresser puisque du coup, ça va avoir un impact direct sur notre quotidien en tant que professionnel en marketing digital. Parce que typiquement, une adresse IP, on ne l'aurait pas identifiée au premier abord comme étant une donnée personnelle, mais au sens de la RGPD, c'est une donnée personnelle parce que si on la croise avec une autre information, on est en mesure de savoir derrière eh bien, que c'était un individu. Donc voilà, donc typiquement une adresse IP, quelle qu'elle soit, est en fait considérée pour le RGPD comme une donnée personnelle. Enregistrer la voix d'un individu, d'accord, ça aussi c'est une donnée personnelle. Donc dans cette discussion qu'a enregistré, si vous voulez, même s'il n'y a pas le nom, prénom de la personne, le fait d'avoir enregistré la voix d'une personne, c'est considéré comme une donnée personnelle parce que c'est une donnée biométrique et c'est une donnée qui est très sensible au sens du RGPD. Si vous collectez des adresses email, par exemple fanny@entreprise.com ou entreprise naturellement le vrai nom de l'entreprise, là aussi c'est une donnée personnelle, d'accord. Vous n'êtes pas obligé d'avoir justement la notion de nom prénom. Tout simplement, le RGPD considère qu'à partir du moment où on peut remonter une personne, alors du coup c'est une donnée personnelle. Et ici on peut imaginer par exemple que Fanny, il n'y a qu'une seule Fanny au sein de l'entreprise, donc du coup on retourne directement à l'individu en question. Un ID de commande, donc typiquement là ça va nous intéresser parce que quand on se retrouve avec du tracking e-commerce, d'analytics, et qu'un order ID derrière peut être recoupé avec une autre base de données qui, elle, indique qui est le nom et prénom de la personne derrière, c'est pareil, ça fait partie
des données personnelles, et après aussi également les données de localisation. Donc là, c'est mon grand sujet du moment sur lequel je bosse actuellement pour savoir qu'est-ce que réellement une donnée de localisation. Est-ce que est-ce qu'une ville, par exemple, est considérée comme une donnée de localisation, ou est-ce que c'est justement des coordonnées GPS? Donc là, c'est pareil, il faut qu'on creuse à chaque fois dans la documentation officielle, et dans la documentation officielle, bah, il y a de grandes fois où justement c'est pas indiqué spécifiquement ce que c'est qu'une donnée de localisation, et voilà, on est un petit peu dans l'incertitude par rapport à ça. Donc à l'heure où je vous parle, j'ai bien l'impression qu'une donnée de localisation, ça signifie carrément une ville. Donc une ville, par exemple, pourrait être considérée comme une donnée personnelle parce que, je sais pas moi, dans un petit patelin, vous auriez justement le nom de la ville qui ressort par l'intermédiaire du fournisseur d'accès Internet, et fait qu'à partir de là, ben, naturellement, c'est une donnée personnelle. Donc même cette donnée-là, ben, vous n'auriez pas le droit de la collecter gratuitement, comme ça, au premier abord, sans avoir le consentement explicite de l'utilisateur. Alors, par rapport à ça, vous, ce qui va vous intéresser, c'est quels sont les différents points de collecte de données personnelles. En fait, il y en a partout quand on y réfléchit. Si on est propriétaire d'un site internet, rien que le fait de collecter des logs, en fait, naturellement, vu que les logs contiennent l'adresse IP, c'est une donnée personnelle. Lorsque je reçois un mail, c'est une donnée personnelle. Lorsque lorsque je reçois un formulaire de contact, naturellement, c'est une donnée personnelle. Lorsque je reçois ne serait-ce qu'un commentaire de blog, bah là c'est pareil, ça va être une donnée personnelle parce qu'on va se retrouver avec des identifiants, même si c'est Kikou du 69, Kikou du 69, derrière il y a probablement une base de données qui permet de faire le recoupement entre ça et le nom et prénom de la personne. Des solutions d'analyse d'audience telles que je vous évoquais tout à l'heure, puisqu'elles vont remonter derrière tout un paquet de données différentes, que ce soit la notion d'adresse IP, la localisation, l'user ID, même les cookies derrière vont être concernés. Les plugins, donc là je pense notamment à WordPress, vous avez justement certains plugins WordPress qui derrière vont collecter des données personnelles, donc ça va nécessiter un traitement particulier. Le fait naturellement de se créer un compte, les différentes plateformes de paiement que vous allez utiliser, etc., etc. Donc maintenant ce qui vous intéresse, c'est naturellement comment je vais pouvoir me mettre en conformité. Alors il y a plusieurs manières de faire. Soit vous le faites en mode warrior, moi c'est ce que j'ai essayé de faire dès le départ, puisque j'avais peur justement de ces différentes interprétations de la loi. Donc je me suis dit ok, je vais lire le texte officiel, et en lisant le texte officiel, naturellement je saurai tout. Donc en gros, lire le texte officiel, ça prend à peu près une demi-journée de travail avec un bon surligneur. J'ai plus en tête le nombre réel de pages qu'il y a, mais je crois que ça doit représenter 79 ou 89 pages à lire, et c'est très très difficile. Puisque généralement, alors les 20, je crois que les 20 premières pages, ça va encore, et après généralement on décroche parce que voilà, ça fait trop d'informations à traiter. Donc c'est très très délicat, c'est un petit peu orienté technique, mais pas trop, et bref, c'est très compliqué. Donc je vous recommande pas de faire cette technique, même si vous pouvez du coup aller jeter un coup d'œil, ça coûte rien, et même si dans tous les cas vous aurez à un moment donné besoin d'aller regarder le texte officiel, sachez qu'en tout cas le lire en intégralité c'est compliqué, et moi je l'interprète un petit peu comme, alors sachant que moi je l'ai lu en français, en anglais, ça a été une journée où clairement j'aurais pu l'utiliser à faire autre chose. Alors vous avez heureusement la CNIL qui propose, elle, une mise en conformité en 6 étapes. Alors, c'est bien fait. Il faut savoir que la CNIL, du coup, c'est elle qui chapeaute en fait l'ensemble des autres commissions de la vie privée en Europe pour les prochains mois. Donc, il faut savoir que ils changent un petit peu qui va gouverner l'ensemble des commissions en vie privée pour justement détailler un petit peu comment appliquer le RGPD. Donc, la CNIL, on a vraiment, on va dire, on a vraiment une chance nous de l'avoir et d'être français, de pouvoir justement lire dans une langue qu'on connaît. Ça, c'est vraiment une des forces qu'on a. Donc, c'est l'un des intérêts aussi que vous avez vraiment à bien vous plonger dans le RGPD. Voilà, qui propose une méthode en 6 étapes. Donc, la documentation est plutôt bien faite. En revanche, moi, elle m'a pas convenu parce que je l'ai trouvé beaucoup trop synthétique. C'est-à-dire que si vous travaillez dans une structure où vous avez besoin en effet que tout soit bien cadré et être sûr et certain que l'étape numéro 1 est bien validée, l'étape numéro 2, etc. Généralement, la méthode de la CNIL va pas vous suffire, puisqu'elle est, je veux dire, elle est un peu fouillie, elle est très synthétique, et en fait, elle vous aide pas, ou en tout cas, moi, elle m'a pas bien aidé en fait à aller de point par point. J'ai trouvé qu'il y avait, voilà, que certains mots englobaient plusieurs concepts et que ça allait pas assez dans le détail.
Celle que j'ai adorée en revanche, c'est justement l'équivalent de la CNIL mais en Grande-Bretagne, qui s'appelle l'ICO. Et l'ICO, vous avez, alors moi ça correspond à ma méthode de travail, comme je vous dis, peut-être que la CNIL vous conviendra. Ce que j'aime beaucoup sur ICO, c'est que vous avez des checklists. Donc pour moi, les checklists, c'est l'idéal, qui m'aide à chaque fois à savoir quelle est la première étape, la première étape consiste en quoi. Là, on vous explique en quoi consiste naturellement l'étape. Vous avez la possibilité de pouvoir accéder à plus d'informations et ça vous aide derrière vraiment à pouvoir valider chacun des points et à vous dire à la fin si vous êtes en conformité ou pas. Voilà, c'est une manière de faire. Également, j'ai trouvé que la checklist pour les sous-traitants était très bien faite, puisque l'entreprise pour qui je travaille est également sous-traitant, donc j'avais besoin d'avoir une source d'information qui proposait les solutions pour les deux casquettes. Et vous avez après également plein d'autres institutions en Union européenne. Donc là, je vous ai mis la liste de tous les différents sites qui proposent tous une version anglaise, même s'il n'y a pas toutes les traductions. C'est un petit peu comme pour la CNIL, il n'y a pas la traduction en anglais sur tous ces sites-là. Et vous verrez qu'en fait, chaque commission en vie privée fait les choses à sa manière. Donc par exemple, le Luxembourg, la mise en conformité pour eux, elle se fait en 7 étapes, et ils vont vous expliquer que voilà, ce qu'ils considèrent comme étant l'étape principale, c'est, je sais pas moi, de désigner un DPO, alors que d'autres vont le mettre en étape numéro 2, etc., etc. Globalement, ils disent tous la même chose, c'est simplement la méthode d'y arriver, le moyen pour y arriver est différent. Également, du coup, je vous conseille d'aller faire un tour du côté de la commission à vie privée de l'Irlande, puisqu'ils ont aussi beaucoup d'informations à très forte valeur ajoutée. Alors, j'ai essayé d'adapter du coup ma conférence aux personnes qui pourraient potentiellement être présentes dans la salle OSO campus. Donc, je me suis dit que c'était majoritairement des petites structures. Il faut savoir que la CNIL et les autres CNIL en niveau européen vont bientôt diffuser, en gros, enfin ils annoncent qu'ils vont bientôt diffuser un document permettant une procédure simplifiée en fait de mise en conformité pour les petites structures. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en fait l'Irlande a déjà dégainé et que l'Irlande propose déjà justement ce fameux guide qui explique quelles sont les étapes primordiales qu'il faut respecter pour être en conformité avec le RGPD. Donc là, ils vous disent clairement que le plus important, c'est d'effectuer ce qu'on appelle le registre des données, donc en gros de savoir quelles sont les données que vous traitez au sein de votre structure. En deux, justement, de sécuriser vos systèmes d'information. En trois, voilà, de justement déterminer la manière dont vous collectez les données et pour combien de temps. Et en 4, justement de vérifier en fait vos prestataires, à qui vous confiez les données personnelles de vos clients, et de vérifier que justement ces fameux sous-traitants sont bien en conformité. Donc voilà, ça c'est ce que j'appelle en gros le SMIC de la RGPD. Voilà, je répète pas, il faut justement effectuer ce qu'on appelle un inventaire. Je vais vous montrer un exemple concret dans quelques minutes. Sécuriser vos systèmes d'information, prévenir les utilisateurs de ce que vous allez faire quand vous allez collecter des données, mettre à jour votre page de confidentialité des données. Là aussi, pareil, je vais vous montrer un exemple. Respecter le droit des utilisateurs. Donc là, c'est la possibilité pour eux, à un moment donné, de pouvoir lever la main et de justement d'exercer leur droit, que ce soit d'accéder aux données, de les rectifier. Également, vous devez être éduqué à ce que c'est que le RGPD, donc c'est là où il y a les fameux MOOC que je vous recommandais tout à l'heure, et vérifier vos prestataires. Après, vous avez d'autres petites, c'est pas vraiment des obligations puisque c'est optionnel, mais celle de désigner par exemple une personne au sein de votre structure pour justement gérer tout le sujet de la RGPD, et également d'effectuer ce qu'on appelle on va dire un PIA, enfin là on appelle ça un PIA, mais en gros c'est un audit d'un système ou de plusieurs systèmes d'information en particulier qui pourrait représenter un risque important pour la sécurité de vos clients, de vos utilisateurs. Donc voilà, ça c'était le SMIC vraiment pour la partie responsable de traitement. Pour les sous-traitants, il faut savoir que vous avez à peu près les mêmes obligations. Sauf qu'en plus de ça, il faut que vous mettiez justement à disposition ce qu'on appelle un DPA. Donc c'est un document un petit peu comme un contrat qui permet justement de dire, alors je vais vous montrer, on le retrouve directement sur le site de la CNIL. Donc vous verrez dans la présentation que je vous ai faite, vous avez énormément de liens. Et en gros, voilà. Typiquement, dans le cas d'un sous-traitant, vous devez en fait de faire signer des clauses contractuelles de sous-traitance qui expliquent à votre client que voilà que vous travaillez avec
avec des prestataires de confiance et que du coup vous faites pas n'importe quoi avec les données qui vous confient. Voilà, donc de la même manière, il va falloir également que vous ayez une obligation qui est celle d'accompagner votre client dans la mise en conformité au RGPD. Donc c'est là où en effet, si vous connaissez pas le RGPD, eux ils vont vous poser des questions où vous ne saurez pas répondre et du coup vous êtes en infraction puisqu'en tant que sous-traitant, vous devez les accompagner, donc vous devez leur dire bon bah voilà, oui, ça faut faire ci comme ça, faut faire ça comme ça faut faire ça de cette manière. Alors c'est notamment vrai pour justement ce qu'on appelle le PIA, c'est-à-dire qu'à un moment donné, s'ils vont eux réaliser en fait un traitement de données qui concerne par exemple, je sais pas moi, des données biométriques ou je sais pas moi, des centaines de milliers d'adresses email, bref, là bah, vous devez travailler avec lui pour justement évaluer les risques qu'il y a si jamais il y avait une fuite de ces fameuses données personnelles et qu'elles étaient amenées à être diffusées sur le web. Donc là, c'est là où vous devez justement l'accompagner, lui expliquer qu'est-ce que c'est que la sécurité, comment vous sécurisez vous d'une certaine façon vos propres systèmes d'information et comment vous pouvez être force de proposition pour les aider là-dessus. En gros, le RGPD dit que vous devez les accompagner dans la mise en place de ce fameux document qui s'appelle un Privacy Impact Assessment et dont on parlera également un petit peu plus tard dans cette conférence. Et également, vous devez de renforcer la sécurité de vos systèmes d'information. Alors c'est déjà vrai du coup lorsque vous êtes un responsable de traitement, mais en plus quand vous êtes du coup sous-traitant, vous devez d'être irréprochable. Donc c'est là où vous allez devoir éventuellement trouver des petites certifications pour prouver que vous êtes bien, que vous respectez bien la loi et voilà. Ça mène également à une nouvelle checklist où vous allez avoir tout un paquet de choses à remplir pour justement préciser pour justement justifier que vous êtes en conformité avec, euh, avec la loi. Alors, pour savoir si vous êtes prêt, c'est-à-dire que peut-être que certaines personnes dans la salle se disent, bah nous, le RGPD, de toute façon, jusqu'à présent, on respectait bien la vie privée de nos utilisateurs, donc de toute façon, on n'a pas à s'en occuper. Moi, j'ai trouvé que le meilleur test, c'est vraiment de ce lien-là. Donc, il l'appelle le Nightmare Letter. Donc, c'est une lettre qui a été rédigée par quelqu'un sur LinkedIn qui a imaginé le worst case scénario, donc la pire situation possible dans laquelle quelqu'un pouvait être justement amené à ce que ses droits soient respectés et qui va du coup vous écrire une lettre où il vous dit bon bah voilà, j'aimerais exercer tel et tel droit, merci de me répondre. Et vous allez voir que cette lettre est suffisamment bien détaillée pour en effet vous faire vérifier l'ensemble des points qui tournent autour du RGPD, c'est-à-dire est-ce que rien que le fait du droit à l'accès à l'information, est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir le respecter? C'est-à-dire une personne qui va demander un accès à l'ensemble des données personnelles que vous collectez à son sujet, est-ce que vous êtes en mesure, vous, dans un délai de 30 jours, de pouvoir lui ressortir tout un ensemble de rapports qui justement montrent clairement que voilà, vous stockez des données personnelles sur cette personne-là et voilà les données que vous collectez. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, dans les différents prestataires que vous avez engagés, alors je vais dire tout et n'importe quoi, mais imaginons qu'une personne vous envoie un email, bah, cet email derrière, il bascule dans votre CRM. Euh, ce, ce CRM également fait probablement des transferts vers d'autres logiciels de messagerie, etc. Et il va faire que bah, derrière, vous allez avoir besoin, vous, de savoir quel système d'information interroger pour vraiment récupérer toutes les données. Et pareil, si justement l'individu va réclamer un autre droit, qui est le droit, je sais pas moi, à l'export de ces données ou à la suppression ou à la rectification, vous allez en effet devoir vous poser la question comment je vais faire pour arriver à avoir un système qui permet de savoir en fait toutes les fois où j'ai récupéré de l'information sur cet individu-là pour que toutes ces informations-là soient automatiquement mises à jour. Donc on se rend compte que c'est très 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 compliqué lorsqu'on le met en application. Donc vous verrez, c'est assez long mais très intéressant puisque ça vous permet rapidement de pouvoir tester. Puisque ce que dit le RGPD, ça va également beaucoup plus loin que ça. C'est également où est-ce que les données sont hébergées par ce fameux sous-traitant, par exemple par cette fameuse solution CRM que vous utilisez. Ben voilà, si c'est hébergé, je sais pas moi, en Afrique du Sud, bah, par exemple en Afrique du Sud, derrière, il va falloir en effet que vous vérifiez en plus si justement l'Afrique du Sud respecte bien les données personnelles des individus. Donc ça va assez loin en fait le RGPD. Et naturellement, tout ça, c'est décrit dans les fameux process. Alors,
Les étapes qui, pour moi, sont les plus importantes, d'accord? Donc il y a celles qui sont obligatoires, mais selon moi, il y a les étapes qui sont vraiment capitales. Pour moi, le plus important de tout, c'est vraiment d'arriver à trouver qui va être la personne au sein de votre structure qui va se charger de la mise en conformité au RGPD. D'accord? Donc, en gros, que ce soit ce qu'on appelle un Data Protection Officer officiel ou officieux, on s'en fiche. C'est vraiment d'arriver à identifier qui dans votre boîte va être en mesure de pouvoir bosser sur le sujet. Alors, un DPO, quelles sont ses missions? Tout est détaillé ici sur le site de la CNIL, donc je vais pas détailler plus en détail, mais détailler plus en détail, pardon. Je vais pas développer plus que ça. Mais le DPO, pour moi, c'est l'expert comptable de la donnée personnelle. C'est le gars qui va être en charge du projet. Après, ça met des mois à mettre en place. Hein. Vraiment, une mise en conformité au RGPD. Pour vous donner une idée, moi, j'ai démarré en décembre et aujourd'hui, on est en mars et j'ai toujours pas terminé. Puisque un DPO, voilà, il prend son poste et derrière, par rapport à son poste, il a tout un ensemble de missions. Et par rapport à ces missions-là, elles vont faire interagir plein d'autres différents acteurs et ça va prendre énormément de temps en fait à se mettre en place. Le deuxième point qui est également pour moi le plus important, c'est d'avoir l'engagement de votre direction. Ça aussi, ça fait partie justement du mouvement RGPD. La tenue du registre et la mise à jour des pages, de la page de confidentialité. Donc, comme je disais, DPO, c'est l'expert comptable de la donnée personnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça nécessite pas mal de formation, d'accord, pas mal de documentation. Donc, il faut trouver quelqu'un qui soit fan de lire des PDF qui font 30 pages de long. C'est également un métier d'avenir, hein, là, on est clairement, carrément sur de la création de postes. Comme je vous disais, je parlais d'expert comptable de la donnée personnelle. C'est un petit peu ça en 2018, d'après Archimag. Il y aurait justement 80 000 DPO qui vont voir le jour en fait. Donc vraiment des responsables de la donnée personnelle. Donc on peut se poser la question de savoir si justement un DPO a de quoi bosser toute la journée sur un temps plein et même pendant plusieurs années. La réponse est oui. Hein, tout dépend de la taille des entreprises que vous allez pour laquelle vous allez travailler. Il va de soi que si vous êtes auto-entrepreneur, que vous êtes à votre compte, que vous avez une structure de 5-10 personnes, bon, généralement, en effet, vous allez pas, enfin, ça va être vous le DPO, quoi. Mais voilà, dans certains cas, notamment, je crois qu'il parle de plus de 250 employés. Si c'est le cas, si vous avez une entreprise qui fait plus de 250 employés, il faut savoir que c'est obligatoire d'avoir justement un DPO au sein de votre structure. C'est vraiment une personne à temps plein qui le fasse. Et après, il faut savoir également qu'un DPO peut être mutualisé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de l'avoir en interne au sein de votre entreprise. Ça peut être un consultant tiers qui va justement gérer toute cette partie d'inventaire, de données personnelles, de vous expliquer en quoi consiste la loi, de vérifier que chaque nouveau système d'information que vous utilisez en fait respecte bien la loi, etc., etc. Moi, de ce que j'ai pu observer, en tout cas, donner ce poste à quelqu'un qui est motivé, qui est plein d'énergie et surtout qui est capable de se remettre en question, qui est capable d'être pro-efficient, puisque ce qui se passe souvent, c'est que vous êtes tout seul en fait pour arriver à trouver les réponses à vos questions. Et voilà, faut être force de proposition. C'est pas quelqu'un en fait, un DPO qui reste tout seul dans son coin. C'est vraiment quelqu'un qui doit aller au contact des autres, poser les bonnes questions et qui doit être en mesure de s'auto-gérer pour arriver à un objectif final qui est celui de la mise en conformité de l'entreprise. Deuxième point qui pour moi est primordial, c'est l'engagement de votre équipe. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde dans votre entreprise va être concerné par le traitement de la donnée personnelle. Donc ça peut être des développeurs qui, eux, vont créer en fait les fameux logiciels, les fameuses applications et qui, voilà, à un certain moment vont traiter de la donnée personnelle et ne savent pas qu'ils ont pas le droit de la collecter ou qu'ils doivent recueillir le consentement. Ça va être également, donc, je sais pas moi, des marketeurs qui tout simplement vont s'inscrire à des solutions, vont faire inscrire d'ailleurs leur entreprise à ces solutions-là sans savoir que ces solutions-là sont pas en conformité avec le RGPD. Ça va être naturellement les dirigeants d'entreprise parce que si leur entreprise elle est pas conforme, ils sont hors la loi et ceux qui s'en prennent plein la figure. Voilà, concrètement c'est pareil, un chef de projet, tout le monde va être concerné. En fait, ça va toucher tous les stades dans l'entreprise. Également, ce que j'ai pu remarquer moi dans les différentes formations que j'ai pu suivre, c'est que les personnes qui se posent des questions aujourd'hui sur le RGPD, c'est pas les personnes qu'on a l'habitude de voir jusqu'à présent dans nos événements, dans nos conférences ou autres. C'est vraiment, ça touche tout type de secteur. Ça peut être aussi bien une école primaire que ça peut être, je sais pas, un artisan. Bref, tout le monde est vraiment touché par le RGPD. Et ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, si votre équipe veut pas s'impliquer dans le projet,
ben, le DPO, lui, va avoir un mal fou à pouvoir être en conformité, et ce qui fait que ça va prendre du retard et que probablement vous êtes en train d'exposer votre entreprise à de plus en plus de risques. L'étape numéro 3, qui pour moi est la plus importante également, c'est la tenue du registre. Donc la tenue du registre, en fait, c'est l'équivalent du compte de résultat ou du bilan pour un expert comptable. C'est la liste, en fait, de l'ensemble des systèmes d'information qui traitent de la donnée personnelle. Alors à quoi ça ressemble? En fait, c'est simple. Vous avez plusieurs modèles qui vous sont proposés par les différents Privacy Commissions. Donc là, par exemple, on en a un où hop, on a un joli petit fichier Excel. Alors, vous allez voir, c'est assez sexy puisqu'il fait, il fait carrément 30 colonnes. Donc en gros, voilà, typiquement, vous allez vous retrouver à devoir dire, ok, j'ai quoi? J'ai un département marketing. Qu'est-ce qu'il fait ce département marketing? Ben, il traite, je sais pas, traitement, qu'est-ce qu'il fait? Il traite traitement du comportement de l'utilisateur, traitement du comportement des visiteurs sur le site. Voilà, donc là vous mettez le nom justement de la personne en question. Enfin, là je vais simplifier un petit peu les choses pour nous. On va dire voilà Google Analytics. On était dans le cas de Google Analytics. D'ailleurs, on va devoir préciser justement, là ce sont par exemple les visiteurs qui viennent sur le site. Et puis derrière, d'indiquer justement quelles sont les catégories de données personnelles que vous collectez. Donc je vais dire par exemple les villes. Et puis on peut rajouter, imaginons que vous ne mettez pas le tracking, vous ne mettiez pas le tracking de base, bon bah voilà, adresse IP, etc., etc. Puis après, il va falloir préciser également, en fait, qui c'est qui reçoit les données? Bah, naturellement, c'est Google. Ah ouais, mais est-ce que vous avez signé un contrat avec Google? Ah ouais, mais où est-ce que les données partent? Elles partent aux États-Unis. Ah ouais, mais si elles partent aux États-Unis, alors est-ce que justement cette entreprise-là est bien enregistrée au Privacy Shield? Ah ouais, mais pendant combien de temps, du coup, vous traitez les données? Etc., etc. En fait, alors ça prend un temps fou à réaliser. Alors, moi, je vais pas vous montrer directement le fichier du client pour qui je travaille, mais typiquement, un registre de données, tout simple. Alors vous avez des modèles en français, mais typiquement, voilà, celui pour mon petit site internet perso, là, pour le moment que je suis en train de faire, vous allez devoir indiquer, j'ai des log serveurs sur mon site, quand est-ce que ça a été créé, à quoi ça sert, est-ce que c'est envoyé à l'intérieur de l'Union européenne, etc., etc. En fait, c'est ça le fameux registre de données. Donc c'est une feuille Excel en fait que vous allez télécharger sur des sites de commission en vie privée où je vous ai mis justement les fameux liens et qui vous sert en fait à évaluer d'une certaine manière votre charge de travail. Donc ça c'est primordial pour moi, même si c'est pas obligatoire. Pour moi c'est primordial. À noter également qu'on peut avoir des doutes sur la manière dont on remplit justement ces fameux registres, c'est que la CNIL en fait vous donne des bonnes pistes puisqu'elle a fourni un document qui s'appelle, alors, c'est pas vraiment pour le registre de données, c'est l'analyse d'impact relative à la protection des données, donc c'est pour les PIA dont je parlerai un petit peu plus tard rapidement dans la conférence, mais il vous donne par exemple une idée de, alors, je crois que c'était plutôt sympa, parce que parfois, sur tout ce qui est notion de conservation, de savoir pendant combien de temps on a le droit de garder les données, c'est typiquement quelque chose qu'il faut faire selon le RGPD. Ici, il vous donne un exemple d'une entreprise fictive qui s'appelle je crois qu'il s'appelle Cap2 d'objets connectés, et là il vous dit voilà, l'entreprise elle a rempli ça comme ça, c'est-à-dire durée des conservations, en fait je conserve les données jusqu'à autant que je veux tant que l'utilisateur a pas dit qu'il voulait les supprimer. Et en fait ce qui se passe c'est que dans cette étude de cas, hop, à la fin il précise, ils vont préciser voilà, qu'en gros, c'est pas terrible. En fait, ce qu'a fait l'entreprise, et la CNIL ici dit que non, une durée de conservation pour chaque catégorie doit être fixée en tenant compte de ce qui est strictement nécessaire au bon fonctionnement du service. Donc en gros, voilà, c'est vraiment une étude de cas qui vous aide à vérifier si en effet la façon dont vous avez rempli vous votre registre de données, est-ce que c'est bien ou pas au sens de la CNIL. Puisqu'il faut savoir que la CNIL, si vous les appelez ou si vous leur envoyez un email, ils vont mettre du temps avant de répondre, et que si vous formulez mal votre question, probablement vous n'aurez pas la réponse que vous attendez. Et également, la CNIL, ils ont déjà beaucoup de demandes, beaucoup d'appels, donc il n'est pas dit qu'ils puissent vous apporter la réponse là, maintenant, à votre besoin. Donc par rapport à ça, voilà, il vaut mieux essayer déjà de dégrossir le terrain en allant chercher par soi-même les réponses à ces questions.
Voilà. Donc concrètement, ça ressemble à ça. Et pour moi également, l'étape qui est la plus visible et qui est la plus importante, c'est vraiment la page de confidentialité des données. Donc la page de confidentialité des données, probablement celle que vous avez actuellement à l'heure actuelle sur votre site, elle n'est pas bonne. Il va falloir justement la développer. Alors pour ça, vous avez une checklist qui est disponible sur le site de ICO, qui est pas mal du tout, qui reprend en fait l'ensemble des points que vous devez mentionner sur votre page de confidentialité des données. Là, vous allez voir que la liste elle est assez longue, puisque du coup, il faut y indiquer votre entreprise, les coordonnées de votre entreprise. Donc jusqu'ici, pas de problème, c'était déjà sur les pages de vos mentions légales, mais également indiquer quel est le traitement que vous réalisez, pourquoi vous le réalisez, et quelle est la légitimité de ce traitement. Donc vous imaginez pour chacun des traitements que vous allez faire, donc vous avez vos log serveurs, vous avez votre solution d'analyse d'audience, vous avez vos formulaires de contact, vous avez probablement l'utilisation de boutons des réseaux sociaux, vous avez en plus la possibilité de pouvoir créer un compte utilisateur, vous avez, voilà, en fait, chacun de ces systèmes d'information, ce que moi j'appelle le traitement ce que j'appelle des systèmes d'information, va faire l'objet d'un traitement et fait derrière l'objet justement d'explications que vous devez expliquer pour dire en gros, voilà, qu'est-ce que je vais faire avec ces données, est-ce que je les récupère bien de façon légitime. Il va falloir également que vous indiquiez justement voilà, les types de données que vous collectez, à qui vous les envoyez en fait. Donc typiquement, ben ouais, en fait, j'envoie les données à Google. Et puis vous allez devoir préciser, bah, mais Google, il héberge ces données où? Bah, il les héberge aux États-Unis. Ah ouais, mais est-ce qu'ils mettent tout en place au niveau de la sécurité? Donc c'est extrêmement, extrêmement exhaustif. Hein. Vous devez également, et ça c'est primordial, rappeler tous les droits que les utilisateurs peuvent exercer. Donc et en plus de tout ça, vous devez écrire ça dans un langage qui justement est simple à comprendre par les visiteurs. Alors pour contourner un petit peu tout ça, parce que naturellement écrire une page de confidentialité de données c'est assez violent. Moi j'ai trouvé un service qui est pas mal du tout. Alors il est disponible en allemand et en anglais, mais il vous donne en tout cas une bonne idée de ce qu'il faut fournir. Donc là je vais créer une compagnie fictive. Hop, tac, tac, hop. Voilà. Je vais dire OK, donc je veux justement avoir cette page de confidentialité des données en anglais. Et là, en fait, vous faites la liste tout simplement des systèmes d'information que vous utilisez. Donc, est-ce que vous utilisez des cookies? Ben, là, je pense que probablement la réponse est oui. Est-ce que les clients peuvent s'enregistrer? On va dire que vous êtes un petit site, donc non. En revanche, ils peuvent bien s'inscrire à une newsletter. On a un formulaire de contact. On a un blog sur la page d'accueil. Les gens peuvent laisser des commentaires. Alors, ils peuvent pas s'inscrire au contenu du blog, tant pis. Ils ont la possibilité aussi de pouvoir candidater, puisque vous avez peut-être une page carrière. Ensuite, ce qu'on va vous demander, hop, enfin, vous avez la possibilité derrière de pouvoir dire, ah bah oui, j'ai un DPO, mais on va dire qu'on utilise, allez, on utilise Facebook sur notre site, on a Google Analytics et puis on va être chauvin, on va dire qu'il y a aussi Matomo. Non, vous faites pas d'AdSense, mais voilà, clairement, si vous cochez cette case-là, ça veut dire que ça va encore s'allonger. Vous utilisez des plugins WordPress, on va dire, ouais, vous utilisez Ad6, et puis, ouais, allez, on va s'épargner ça, et on va se rajouter, ouais, non, on va simplement rester là-dessus. Voilà, donc on va dire, ok, je veux générer du coup une page de confidentialité de données en anglais. Donc là, hop, faut simplement lui dire, ouais, je suis content. Je crée ma page de confidentialité des données, et puis, hop, on va copier ça. Et ce que je vais faire, c'est je vais simplement vous le mettre dans un petit fichier pour vous montrer en fait la taille de la page de confidentialité de données. Voilà. En gros, votre page de confidentialité de données, elle va ressembler du coup à ça. Donc, c'est-à-dire une longue page où vous allez devoir expliquer quelle est votre entreprise, qu'est-ce que vous faites avec les données. Et puis surtout, voilà, ce qui va nous intéresser, ça va être, ah bah oui, j'ai des cookies sur mon site, à quoi servent les fameux cookies, donc là, il faut que j'explique. Et puis derrière, il va falloir également que je précise, oh tiens, j'ai un blog où justement on a la possibilité de s'inscrire à une newsletter. Et on a la possibilité de s'inscrire à une newsletter. Voilà, ça va être uniquement utilisé pour pouvoir vous envoyer des newsletters qui sont, je sais pas, juste promotionnels par rapport à telle catégorie. Bref, il faut que vous précisiez pourquoi vous les utilisiez.
Ensuite, expliquer justement quelles sont les données que vous collectez avec cette fameuse solution de newsletter. Donc typiquement ici, si votre solution de newsletter que vous avez pris enregistre l'adresse IP, il faudra également le préciser. Préciser en plus que vous effectuez en fait du tracking de newsletter, etc., etc. Ça va assez loin. Après, je peux vous donner également un exemple par rapport à Google. Hop. Voilà, carrément aller jusqu'à indiquer en fait j'ai Google Analytics sur mon site, ça appartient à Google qui est situé physiquement ici. Alors, je pense pas que l'adresse physique est nécessaire, en revanche le pays sur la notion d'hébergement en fait des données sera nécessaire. Donc après il va falloir en effet préciser que justement Google met tout en place pour justement protéger les données. Donc ça va extrêmement loin. Et voilà pourquoi je vous conseille du coup d'utiliser ce petit service, puisque ça vous donne au moins une idée de l'ensemble des choses qui sont demandées à un utilisateur donné. Voilà. Et surtout, voilà, sur la page des confidentialités données, ce qui est important, c'est de lister les différents droits des utilisateurs. Donc là, je vais pas aller dans le détail, puisque je vous laisse plutôt les découvrir en cliquant sur ce fameux lien, mais vous devez les informer de ce que vous faites quand vous le faites. Vous devez leur permettre d'y accéder, de rectifier les données, de les effacer, également de pouvoir s'y opposer. Et sachant qu'en plus, tout ça dépend de la légitimité que vous faites de chacun des traitements. Donc, par exemple, dans le cas des log serveurs, par exemple, c'est une obligation légale de les collecter. Donc, de par cette obligation légale, il y aura certains droits qu'ils n'auront pas le droit de faire appliquer. Par exemple, la possibilité d'effacer. Non, ils n'ont pas le droit justement de s'opposer au fait que vous collectez cette donnée parce que c'est une obligation légale. Donc, naturellement, ils n'ont pas le droit de s'auto-protéger en ayant fait quelque chose de vilain sur votre site, etc., etc. Ça, c'est pas possible. Donc après, ça va être à vous, en effet, de creuser un petit peu et de savoir si, en effet, sur la base de la légitimité sur laquelle vous collectez la donnée, quels sont les droits qui sont applicables. Alors après, il y a encore d'autres choses dans le RGPD qui sont importants, notamment le PIA. Donc le PIA, c'est une étude que vous faites spécifiquement pour un traitement de données en particulier. Moi, je le simplifie en disant que le PIA, c'est un logiciel où vous devez, du coup, dans lequel vous devez en effet rentrer ou dans lequel vous devez répondre à des questions. Donc, le PIA, pour faire simple, il y a un logiciel qui est fourni directement sur le site de la CNIL qui permet d'effectuer un PIA. Donc, en effet, quand vous effectuez votre registre de données, que vous effectuez l'inventaire de toutes les bases de données que vous avez au sein de votre structure, bien là, vous identifiez en effet si à un moment donné, il n'y a pas une ou deux bases de données qui sont extrêmement critiques et qui pourraient derrière être problématiques si jamais il y avait une faille de sécurité, qu'une personne pouvait justement s'emparer de toutes ces données-là, les rendre publiques ou les utiliser à des fins malveillantes. Donc, on pourrait imaginer, je sais pas moi, des coordonnées bancaires par exemple, et que ces fameuses coordonnées bancaires, à un moment donné, un pirate informatique puisse y accéder. Là, en effet, vous devez vous dire, ok, cette base de données doit faire l'objet d'un traitement personnel, et quand c'est le cas, vous allez sur le site de la CNIL, vous téléchargez le logiciel qui s'appelle qui s'appelle PIA, et derrière, vous effectuez ce qu'on appelle un PIA. Donc là, vous y mettez justement, on va dire, je vais l'appeler comme ça, je vais dire données bancaires clients. Données bancaires clients. Hop. Hop, hop. Et vous allez voir, c'est assez simple à prendre en main. C'est vraiment une liste. Alors, là, l'interface est en anglais, mais elle est disponible en français, en espagnol. Je crois même en allemand, en italien, peut-être bien. Et en fait, c'est une liste de questions auxquelles vous devez répondre. Donc, ça prend à peu près une vingtaine de minutes pour justement répondre à l'ensemble des questions. Donc, nana, hop. Bon, là, on les voit pas. Il faudrait que je commence du coup par la question numéro 1. Mais voilà, en fait, c'est un ensemble, je sais pas, peut-être une vingtaine de questions auxquelles vous devez répondre, où vous expliquez à chaque fois quel traitement vous effectuez, pourquoi vous l'effectuez, quelles sont les mesures de sécurité que vous avez mises en place pour justement protéger cette fameuse base de données, etc. etc. Donc c'est très long. Autre point important, comme je vous disais, c'est la formation des équipes. Donc faire en sorte que l'ensemble des membres de votre équipe sachent que c'est que le RGPD et puis sécuriser votre infrastructure. Bon voilà, je vous ai mis du coup ici le lien où vous pouvez télécharger le fameux logiciel. Pour former vos équipes, donc il y a deux choses importantes quand vous formez vos équipes, c'est un, qu'elles sachent ce que c'est que le RGPD, et deux, qu'elles sachent ce que c'est que la sécurité informatique. Vous avez des super cours sur la vie privée, donc il y en a un qui est génial, qui est FunMOOC, fait par INRIA,
C'est gratuit. Il n'y a pas encore de, il n'y a pas encore de certificat. Vous avez également un super cours de l'ANSSI qui vous permet de la même manière aussi de pouvoir, voilà, il faut que je mette mes identifiants, mais qui vous permet aussi de, voilà, d'être formé. C'est assez long, ça prend à peu près une dizaine d'heures, mais au moins vous avez les bases de la sécurité informatique. Donc sécurité informatique à prendre au sens, enfin sécurité prendre au sens très large. Donc ça va être également quand vous avez certains de vos collaborateurs qui vont prendre le train avec un ordinateur portable, lorsqu'ils rentrent chez eux. Après, naturellement, vous avez tout ce qui est notion de pare-feu ou autre, mais en fait, tout ça, c'est nécessaire selon le RGPD. Et vous avez également un très bon cours d'Open Classroom qui est composé, enfin un parcours qui est composé de 6 cours différents. Comment bien sécuriser votre infrastructure? Donc ça, c'est pareil, c'est une des obligations du RGPD, notamment quand vous êtes un sous-traitant. Vous avez ici une très très bonne ressource qui est une checklist. Alors pareil, il va falloir encore valider tout un ensemble de points. Bah, en gros, est-ce que vous avez une sécurité, est-ce que vous avez une politique de sécurité au sein de votre entreprise? Est-ce que vous avez également une politique et mise en place des process pour justement sécuriser les systèmes d'information? Qu'est-ce que vous faites vis-à-vis de vos prestataires? Qu'est-ce que vous faites le jour où il y a une faille de sécurité? Comment vous alertez vos clients? Comment vous alertez les autorités? Et puis ça continue, quoi. Donc c'est, comme je vous disais, le RGPD, c'est des mois et des mois de travail, quoi. Également un autre très bon guide de la CNIL. Voilà, je vous ai mis pas mal de ressources, en tout cas toutes celles que moi j'utilisais. Il y a également un très bel outil qui me semble intéressant, donc de la part de la CNIL du Luxembourg. Euh, Après, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a trop de personnes qui se connectent, donc à chaque fois l'outil saute, mais il vous donne en gros une bonne idée de ce que représente le volume en termes de documentation. Également, la CNIL propose sur son site la possibilité pour les délégués en vie privée de pouvoir s'inscrire à une espèce de label, et en fait vous voyez la liste de tous les documents qui sont demandés et qui représentent très bien en fait tout ce qu'il faut fournir pour être en conformité avec le RGPD. Euh, j'ai rajouté cette diapositive parce que je trouvais qu'elle était elle était assez symbolique et représentait un petit peu souvent les expériences que j'ai eues avec la CNIL, c'est-à-dire beaucoup d'attentes et me dire à chaque fois que voilà, j'allais aller ressortir des fameux entretiens avec la CNIL avec toutes les réponses à mes questions. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la CNIL, par rapport à des profils comme nous qui sont en marketing digitaux, voit les choses complètement différemment. C'est-à-dire que nous, généralement, en marketing digital, la première chose qu'on essaye de voir, c'est comment on va contourner la loi pour de la manière la plus facile possible, la plus simple possible, se passer d'exemption et pouvoir récupérer toutes les données qu'on veut. Mais il faut bien comprendre que côté CNIL, elle, c'est complètement différent. Eux, ils sont vraiment plus d'un côté, en effet, juridique, respect de la loi, et eux, dans ce qui est écrit, ils vous parlent pas de, enfin, il n'y a pas écrit log, il n'y a pas écrit référencement, il n'y a pas écrit solution d'analyse d'audience. Tous ces mots-là, en fait, ils existent pas parce que dans le texte officiel, ils sont pas présents. Donc, en fait, vous allez vous rendre compte que vous parlez pas le même langage et que souvent, quand vous posez une question, elle est souvent reformulée de leur côté, pas comprise ou mal comprise parce qu'en fait, ils sont pas dans notre univers. Et réciproquement, nous, on n'est pas dans leur univers, donc on a aussi un petit peu de mal à comprendre qu'en fait, il faut à chaque fois que notre question, à chaque fois, il faut la reformuler, il faut qu'elle soit claire. Et très souvent, quand on la reformule par nous-mêmes, bah, on se rend compte déjà de base que, bah, en fait, on n'a pas le droit de faire le traitement qu'on est en train d'effectuer. Typiquement, je dirais, voilà, s'amuser à scraper des sites internet pour récupérer des données, hein, pour récupérer des adresses email, pour derrière envoyer un emailing. Bah, en fait, rien que quand on repense et qu'on essaye de formuler la question qui est est-ce que j'ai le droit d'aller récupérer des adresses email sur des sites, bah, en fait, on se rend compte qu'on n'a pas du tout le droit de faire ça, puisque ces adresses email, elles n'ont pas été mises dans l'objectif d'ailleurs de se faire spammer par la suite. Donc voilà, c'est beaucoup de choses comme ça qu'il faut en fait comprendre, et surtout avant voilà d'avoir un entretien avec la CNIL qui peut prendre un petit peu de temps, hein. Le téléphone, voilà, souvent il faut s'y prendre à deux trois fois puisque le standard est déjà occupé ou alors vous n'êtes pas sur les bons horaires. Pour avoir une réponse, il faut attendre à peu près 3 semaines. Faut savoir qu'on est plutôt bien loti puisque lors de ce travail que j'ai pu effectuer au sein de l'RGPD, j'ai contacté en gros ICO, j'ai jamais eu de réponse. J'ai contacté également, ou du moins par intermédiaire d'un ami, on a pu contacter la CNIL autrichienne qui nous a dit bah, nous on n'est pas là pour faire du juridique donc on vous répond pas. J'ai contacté également la CNIL irlandaise, pas de réponse. J'ai contacté également le DPO de l'Union européenne
Normalement, ils sont censés répondre sous 30 jours, j'ai jamais eu de réponse. Et en gros, pour moi, la CNIL, pour le moment, c'est les seuls qui, en tout cas de mon expérience, hein, qui répondent et qui sont en mesure de pouvoir vous répondre sur un point précis. Encore faut-il que derrière, vous ayez bien préparé vos questions, qu'elles soient bien formulées. Donc souvent, réservez ça pour la dernière étape, quoi. D'abord, vous essayez de trouver les réponses par vous-même. Ensuite, vous rédigez vraiment votre top 3, top 5 questions, parce que j'ai eu ça aussi par téléphone, le fait de m'entretenir avec la CNIL pendant 15-20 minutes, et en fait, au bout de ces 15 minutes, ils vous font comprendre que, bah, voilà, il y a d'autres personnes sur la ligne et qui peuvent pas faire de l'accompagnement sur cette partie-là. Donc très souvent, ils disent, bon, bah voilà, il y a la loi, vous respectez la loi, et nous, on n'est pas là pour vous aider à l'interprétation. Donc par chance, parfois, vous pouvez tomber sur des interlocuteurs qui sont plus sympas. Mais là, il faut bien savoir qu'en gros, vous avez un créneau de 15-20 minutes pour arriver à poser vos bonnes questions. Donc vraiment pas vous planter. Voilà, ça je vais un petit peu zapper, mais c'est aussi un petit clin d'œil pour dire que parfois sur les sites directement de l'Union Européenne, je vois des choses qui pour moi correspondent pas directement au texte officiel. La partie cookie, j'ai pas eu l'occasion de la développer plus que ça, hein, mais c'est vrai que je suis assez surpris de voir que quand on va sur ICO par exemple, qui est censé être le porte-étendard de la privacy, directement on se prend en fait tous les cookies de Google Analytics sans qu'on ait en fait dit quoi que ce soit, hein, sans qu'on ait donné son consentement. Donc j'ai essayé de creuser également ce discours du cookie. Cookie, il faut savoir que dans le texte officiel du RGPD, on le trouve qu'une seule fois. Donc il parle pas dans le texte officiel de cookies de cookies tiers ou de cookies justement propriétaires, de cookies du site en tant que tel. Et, et voilà, au final, j'ai toujours pas la réponse en fait à ma question, à savoir est-ce que vraiment on doit obtenir le consentement de l'utilisateur pour déposer tout type de cookies. Je sais pas. Aujourd'hui, ce que je sais, c'est que le RGPD dit cookie égale données personnelles. Donc, on aurait à penser directement qu'on doit obtenir le consentement explicite d'un utilisateur pour n'importe quel type de cookie. En revanche, quand on creuse un petit peu plus loin et qu'on regarde ce que dit ePrivacy, donc qui va être en gros un petit peu la suite du RGPD, en gros, ils disent en fait les cookies, maintenant on s'en fiche, on considère, ne serait-ce que pour une solution d'analyse d'audience, donc là je vous ai laissé la source, que en fait, si c'est pour compter le nombre de visiteurs, allez-y, vous pouvez déployer des cookies, vous n'avez pas besoin d'ailleurs d'avoir de consentement utilisateur. Donc voilà, concrètement, j'en suis arrivé un petit peu à cette conclusion-là, c'est ouais, on a des cookies sur notre site internet, mais concrètement, c'est pas un drame comparé à d'autres données qui, elles, peuvent être plus critiques. Alors, je vais pas parler de ce qu'on risque en cas d'infraction. De ce que j'ai pu voir, alors on parle souvent des 4% un maximum de chiffre d'affaires au niveau mondial en termes d'amendes qu'on pourrait prendre. Donc, naturellement, ces amendes-là, en ligne de mire, on dit souvent que ça va être les fameux GAFAM. Moi, de ce que je peux voir quand je vais sur le site de la CNIL, c'est que voilà, quand on parle d'un nombre record de plaintes en 2015, et qu'on regarde le nombre de plaintes qui sont enregistrées, donc 7908, 13 790, qu'on regarde également le nombre, et ça c'est important, de sanctions qui ont été publiées. On est, je crois, à une dizaine ou une vingtaine, quelque chose comme ça. Donc, de toute façon, voilà, 23 résultats. Après, c'est plutôt des grandes enseignes. Je pense que clairement, il n'y aura pas de grosses sanctions. En tout cas, une fois de plus, ça c'est mon point de vue personnel. Et par ailleurs, c'est un petit peu conforté par cette source-là qui dit voilà, d'une certaine façon, on est là pour faire de la prévention et de toute façon, on va pas sanctionner de façon couperet à partir de mai parce qu'on reconnaît qu'en effet, il y a beaucoup de choses qui sont demandées du côté RGPD. Donc voilà. Par contre, là où à mon avis vous pouvez perdre beaucoup, non pas en termes d'amende, c'est plus sur la partie image de marque. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que un client qui va vous demander en effet le fameux contrat de sous-traitant, parce que voilà, il en a besoin pour être en conformité avec le RGPD. Si vous savez même pas ce que c'est que le fameux contrat, la fameuse clause de sous-traitant, c'est clair que ça va faire un peu désordre. Et le problème, c'est que la date va avancer et en fonction du fameux client, il peut être plus ou moins exigeant et d'ailleurs se dire bon, écoutez, voilà, je vois clairement que tel prestataire est pas en mesure de pouvoir me fournir les documents et que clairement le RGPD il connaît pas. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais arrêter de travailler avec lui. Donc je pense que clairement va y avoir des entreprises qui risquent de perdre des contrats à cause de ça.
Le RGPD, ça bouge beaucoup. Il suffit d'un document parfois que la CNIL diffuse pour que derrière, en fait, en tant que DPO, on ait directement, enfin voilà, notre univers soit un petit peu chamboulé. Donc, ce que je vous recommande, c'est, il y a un lien qui est le lien sur lequel la CNIL diffuse toutes ses actualités. Ils n'ont pas de flux RSS, hein. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un service tel que Visual Ping, qui du coup va vérifier lorsque justement cette page change et rajoute un petit contenu. Voilà. Et puis après, voilà, je vous ai mis plein d'autres petites ressources assez utiles. Et puis voilà, vous n'aurez pas l'occasion du coup de répondre à cette question vu que du coup vous suivez cette vidéo et que vous n'êtes pas physiquement dans la salle de SEO Campus le 22 mars. Mais la question que je poserai pour remporter un mug, c'est quelle est la date d'application officielle du RGPD. Bah, écoutez, j'espère que cette conférence n'a pas été trop longue, que vous n'avez pas trop souffert à la suivre. J'espère elle va vous aider, notamment par l'intermédiaire des différents liens que j'ai pu vous mettre à droite, à gauche. Elle n'en voit pas, mais j'imagine que c'est Majestic SEO qui est derrière en tant que sponsor. Je remercie en tout cas tous les sponsors qui permettent au SEO Campus d'être tenu aujourd'hui, donc le 22 mars. Et voilà. Et puis, je vous remercie. Et puis, j'espère vous revoir très bientôt pour une prochaine conférence.